Donc le but aujourd'hui, c'est de parler de l'arrivée de l'IA sur Google. On parle énormément d'IA depuis un petit peu plus d'un an, principalement la sortie de ChatGPT. Google a longtemps été en retard et est encore en retard sur tout ce que peut faire ChatGPT et OpenAI. Mais par contre, il commence à mettre des choses en place. Et on a vu arriver forcément l'IA dans les résultats de recherche sur Google, pas encore en France, mais dans d'autres pays. On a l'avantage que ça se déploie au fur et à mesure, et donc d'avoir déjà des premiers retours, des premiers résultats sur ce qui se passe à l'étranger, et donc de pouvoir peut-être un petit peu plus anticiper par rapport à nous actuellement, ce qu'on peut faire. Donc, je vais détailler un petit peu justement tout ce qui nous attend dans les prochaines semaines, prochains mois. Et donc là, on va parler pas forcément du chat qui a été créé par Google Bard, mais on va parler principalement de l'IA dans la search. Donc comment ça va se retrouver dans les résultats de recherche. L'IA dans la search, ça a été appelé c'est appelé la Search Generative Experience. Donc c'est le nom de leur nouvel algorithme, en gros. Et c'est l'intégration de l'intelligence artificielle directement dans les résultats de recherche. Donc ça va être comme en fait ChatGPT intégré dans les résultats. On va aller voir après en plus gros à quoi ça ressemble. Et ça va intégrer différents contenus, que ça peut être textuel, ça peut être des images, ça peut être des vidéos. Et ces résultats donc vont être encore plus proches que ce qu'on avait actuellement des requêtes qui ont été faites par les utilisateurs. Ça va à la fois mieux comprendre ce qui se passe derrière cette recherche et à la fois s'adapter aussi au profil de l'utilisateur. Et donc pour qu'on ait des résultats qui soient très très proches de la requête originale. Il y aura aussi la possibilité d'avoir un mode conversationnel, un peu à la ChatGPT, qui va être intégré dans les résultats de recherche, un mode conversation en fait. Et donc par rapport aux résultats naturels que l'on exploite jusqu'à maintenant, donc en SEO, on va voir pas mal d'encarts, donc tout ce qui est en rouge ici, qui va en fait s'intercaler par rapport à ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Et encore dans l'exemple qu'on a ici, on n'a pas de publicité payante. Et voilà, faut imaginer que à l'heure actuelle, on a à peu près cet espace-là qui peut être dédié aux publicités payantes, et ensuite on arrive directement sur les résultats naturels. Demain, avec la SGE, il y aura à la fois les payantes, à la fois du texte généré, et des espaces qui vont s'intercaler, comme le mode conversation, qui va faire reculer au fur et à mesure tous ces résultats SEO. L'autre problématique, c'est qu'en générant du texte, beaucoup d'utilisateurs vont déjà trouver leur réponse directement sur Google sans aller cliquer sur les liens. Et donc, on arrive vers un adage qui est beaucoup utilisé par les spécialistes SEO depuis pas mal de temps, c'est que Google s'oriente de plus en plus, et là c'est vraiment concret, vers un moteur de réponse plutôt qu'un moteur de recherche comme c'était actuellement. Donc voilà, c'est leur réponse à ChatGPT qui va se mettre en place au fur et à mesure. C'est important quand même, avant qu'on détaille, d'expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé là. En mai 2023, on a eu l'annonce de la Search Generative Experience, la SGE, ce dont on parle aujourd'hui. Donc c'est quand même très récent, ça a moins d'un an. En juillet, Google a sorti Google Bard, donc son équivalent de ChatGPT, pour commencer à tester sa capacité à bien comprendre les attentes des utilisateurs et y répondre. C'était très compliqué au début, ça s'améliore dans le temps, même s'il y a encore quelques tests. En décembre 2023, ils ont annoncé une nouvelle version qui, pour l'instant, n'est encore pas à la hauteur des attentes, mais c'est en train de s'améliorer. Et depuis novembre, ils ont commencé à mettre en place les résultats IA dans les résultats de recherche. Donc, ils ont testé aux États-Unis, au Japon, en Inde, et dans une phase bêta dans plus de 120 pays.
en fait, majoritairement anglophones, parce qu'ils ont du mal encore à générer du texte hors anglais. Et donc, à l'heure actuelle, on a un recul d'environ 2 mois de tests de cette SGE sur des pays anglophones, donc qui ont déjà cette expérimentation. Pourquoi c'est pas arrivé en France? Parce que, comme je disais tout à l'heure, les résultats ils vont être très personnalisés, à la fois en fonction de votre requête, à la fois en fonction de votre profil à vous. Et vu que ils vont prendre un petit peu les données que vous avez pour personnaliser la réponse, bah forcément il y a des problèmes de RGPD qui vont rentrer en compte. Et donc aujourd'hui, ce que fait Google, c'est qu'il cherche à contourner le RGPD pour lancer la SGE en Europe. Ils avaient annoncé fin décembre ou début 2024 pour la mise en place des tests en Europe. Bon, bah, ça n'a pas été fin décembre, mais on sait que ça avance de plus en plus. Cette semaine, Google a arrêté le programme en mode bêta pour le déployer totalement dans les autres pays, les 120 pays initiaux. Donc c'est quelque chose qui est vraiment en train de se mettre en place et donc ça arrivera en Europe voilà, assez rapidement. On ne sait pas encore exactement, mais voilà, c'est estimé début 2024. Concrètement, à quoi ça va ressembler? En 2022, ils avaient déjà lancé un algorithme basé sur l'intelligence artificielle qui permettait de mieux comprendre ce qu'on cherchait pour fournir des réponses plus directes, plus efficaces. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont couplé la compréhension avec la génération de texte pour qu'ils soient capables en fait de réagir à tout type de questions. Et donc ces types de questions, ça va être en fonction d'intentionnalité. On en a peut-être déjà parlé avec certains d'entre vous, avec des intentionnalités que ce soit informationnelles, donc par exemple comment nouer une cravate, navigationnelle, connecté à LinkedIn, connecté à Facebook, par exemple. Transactionnel, e-commerce, ça va être acheter directement un produit. Commercial, ça va être beaucoup plus centré sur une recherche, une première recherche vers une transaction. Par exemple, le meilleur carrelage gris pour une maison moderne. Et local, beaucoup plus centré sur qu'est-ce qui se passe autour de moi, le nettoyage de toiture en Vendée par exemple, ici, mais ça peut être restaurant italien proche de moi ou ce genre de choses. Et en fait, en fonction de ces intentionnalités, il va proposer une architecture de contenu différent. Et donc on va aller voir directement à quoi ça ressemble. Donc là, pour y avoir accès, là j'ai ouvert toutes ces fenêtres en me mettant aux États-Unis avec un VPN et en ayant rempli tout ce qu'il fallait pour rentrer dans le programme bêta, ce qui va nous permettre de faire des tests, pour l'instant uniquement en anglais. Comment ça s'affiche? Il y a 3 modes d'affichage. Le premier, ça va être juste un encart generate, comme ici, qui en cliquant va ouvrir une nouvelle section. On va avoir un autre mode avec marqué Show More, en savoir plus, ou me montrer plus, qui va ouvrir la totalité. Et pour certaines requêtes, mais c'est de plus en plus rare, on va avoir directement la totalité de l'encart déployé. Alors, à quoi ressemble l'encart? J'ai parlé tout à l'heure de comment on noue une cravate. Donc là, on est sur quelque chose d'informationnel. Pour quelque chose d'informationnel, il va nous créer tout cet espace-là, jusqu'à vidéo. Et donc dans cet espace vidéo, donc il va générer l'intégralité de ce texte-là et générer également des liens vers des articles qui lui ont permis de générer ce texte-là. Donc voilà, quand je clique dessus, je vois les liens et je les ai aussi sur la droite. Sur la partie informationnelle, c'est quelque chose qui, c'est peut-être l'intentionnalité qui prend le plus de place, on va dire. J'ai pris un autre exemple sur les bénéfices d'un logiciel de gestion management pour une PME par exemple. Et donc en dehors des publicités qu'on voit, on va avoir très rapidement le contenu généré. Ici le contenu généré et les différents liens qui vont apparaître ici.
Donc sur cet exemple informationnel, à partir du moment où le contenu est généré, le premier résultat, on va dire SEO classique, il se trouve ici. Donc il se trouve après voilà, pas mal de scroll, je crois que normalement on doit être à deux écrans et demi sur quelque chose de classique, et beaucoup de liens qui ont été intégrés. Je vous donnerai quelques stats après. Mais voilà, on est très vite relégué. Et ce qui peut poser problème aussi, c'est que c'est pas forcément parce qu'on est présent premier, deuxième ou troisième qu'on va être présent dans les résultats générés. Là ici, j'ai EngageBay, Wizata, Argo CTS et LinkedIn qui sont dans les 4 premiers résultats. Si je regarde les liens qui ont été générés, j'en ai aucun qui n'a servi à générer ce texte. Donc admettons que je sois EngageBay et que je ne fasse pas de publicité payante. Voilà, je vais me retrouver après 4 liens payants et après une grande quantité de liens qui ont servi à être générés. Ici, on a même une autre façon d'être affiché, mais qui est aujourd'hui classique, qui est propre aux États-Unis, qu'on peut retrouver de temps en temps chez nous, mais voilà, qui est actuellement classique. Donc la grosse problématique, c'est ça, c'est que qu'on soit premier, ou alors qu'on travaille son SEO depuis pas mal d'années, la SGE, donc toute cette partie générée, va bouleverser beaucoup de choses, que ce soit l'expérience utilisateur sur la page de résultats de recherche, ou alors notre positionnement et notre visibilité voilà, à l'intérieur de cette page. D'un point de vue commercial, j'ai là qui s'affiche. D'un point de vue commercial, on va pouvoir retrouver également ce type de problématique. Là, j'ai mis juste outils marketing digital. Et je vais avoir une grosse quantité d'outils qui vont être proposés ici, avec directement un lien vers les articles. On a également des images ou des vidéos qui peuvent être intégrées. Et ça, pour certains pour lesquels on a déjà fait des audits, etc., tout ça, ça provient des balises alternatives, donc de certains éléments techniques qu'on doit remplir sur son site internet. Et donc voilà, ça vient littéralement bouleverser tout ce qui avait été prévu jusqu'à maintenant. Sur du transactionnel et e-commerce, on va avoir deux possibilités. Là, par exemple, j'ai mis prendre une licence pour SageSense Trésorerie, donc un logiciel de gestion. Il a généré du texte, mais il a généré du texte en orientant directement vers un premier site. On est sur du transactionnel, il oriente. Donc là, on est sur un exemple un peu particulier parce qu'on est sur du transactionnel, mais pas e-commerce. Donc on peut se retrouver dans le cas où un concurrent est plus mis en avant que nous. Donc il va y avoir aussi une question de comment est-ce que j'apparais dans les premiers sites. Et pour tout ce qui va être e-commerce, par exemple, là j'ai mis thermomètre sans contact. On va avoir toujours la partie sponsorisée. Et derrière, il va nous générer tout un système de comparaison basé à la fois sur les données qui remontent depuis Google Shopping, à la fois sur des données qui remontent de différents sites internet. Donc en fait, si aujourd'hui on fait du e-commerce, potentiellement tout le système de comparaison et toute la recherche qui peut être faite par les internautes peut s'arrêter et se faire sur Google avec un nouveau système d'optimisation pour le référencement naturel. J'avais fait un autre test avec les impressions 3D, les imprimantes 3D, c'est la même chose. Il peut nous dire comment choisir et ensuite prioriser différentes imprimantes 3D, etc., qui sont pas forcément celles qu'on retrouverait dans les résultats de recherche naturelle. Donc ça va pas mal rebattre les cartes. Pour ce qui est du local, c'est un peu comme le shopping, sauf que ça va se baser également sur tout ce qui est Google My Business. Donc par exemple, là, il me propose quelqu'un qui va pouvoir venir en support logiciel proche de moi.
Et donc, il me propose quelqu'un, une entreprise en particulier, à la fois sur la base de mon Google My Business et à la fois sur ce qu'il a pu trouver sur d'autres sites, Yelp, etc. Et pas forcément sur le site de cette entreprise-là. Ça aussi, c'est un point qui peut être handicapant. Si on cherche directement votre entreprise, c'est pas forcément le contenu de votre propre site qui va servir pour la génération de texte. Donc il va y avoir un besoin réputationnel aussi, d'être sûr que tout ce qui se dit sur votre nom, sur votre entreprise, soit bien maîtrisé sur votre site comme sur des sites annexes. Par exemple, pour nous, j'aurais dû faire le test avant. Pour nous, quand on tape Strat Engine et qu'on arrive sur la génération de notre texte, le texte provient à la fois de notre site, à la fois de notre page entreprise sur un logiciel pour lequel on est partenaire. Donc on n'est pas totalement maître de ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Je vois la question de Gaël, le référencement naturel type article de presse va-t-il aider à générer du texte du coup? Tout ce qui va être justement article, oui, va sans doute beaucoup plus aider, mais ça va dépendre des intentions en fait, sur lesquelles on va aller se positionner. Si le but c'est d'aller sur des intentions commerciales, tout ce qui est article ne va pas forcément être, être très très pertinent parce que la personne est à une étape où il cherche juste en fait des produits et ce qu'il va falloir faire c'est faire en sorte que on donne les meilleures informations et que le tout soit proposé de la meilleure façon à Google. Du côté informationnel, là oui, ce sera plus intéressant. Par exemple sur comment est-ce que je noue une cravate. Bon, c'est un exemple très simple, mais ça marche avec tous les comment faire ou quel outil choisir, ce genre de choses. Tout le contenu là va être généré à partir du texte, et donc là oui, ce sera intéressant de créer des articles pour remonter dans les résultats naturels. Donc voilà, selon les intentions, on va avoir des types de recherches différents. Alors, il y a une étude qui est sortie il y a 5 jours et qui vient nous poser quelques problèmes. Première chose, c'est que 87% des requêtes, donc ce qu'on a tapé sur Google, ont des résultats générés par IA. Donc, ça ne va pas être quelque chose qui va être ponctuel sur certains types de requêtes, etc. Ça va être très très présent, presque 9 fois sur 10. Dans 2 tiers des cas, c'est avec un bouton généré, comme on a vu avant. Dans 1 tiers des cas, c'est avec voir plus. Donc ça va être vraiment quelque chose d'important. Pour les résultats, une fois que c'est généré, qu'on a cliqué sur générer ou sur voir plus, en termes de position, la première position naturelle aujourd'hui, donc si on est premier dans les résultats naturels, ça tombera sur l'équivalent de la position actuelle de la 10e place. Donc en fait, on va avoir, ça c'est un très très gros problème, c'est qu'on va avoir une perte de visibilité pour les résultats SEO. On disait souvent, la 10e place, il y a même un adage, c'est la meilleure façon de cacher un cadavre, c'est de le mettre en 2e page de Google, parce que personne ne va le chercher, etc. Là, nos premiers résultats SEO, ils vont en 10e place, c'est la limite de la 2e page, en termes de scroll sur la page. Donc ça, c'est très très problématique, et donc on va avoir une perte de visibilité sur du SEO classique. Et ensuite, le contenu SGE donc, a été généré, il va contenir en moyenne 11 liens avec 4 URL issus de 4 domaines sites internet différents. Donc ça veut dire que si on était premier résultat, on aurait potentiellement déjà 3 à 4 publicités avant nous, et maintenant on aurait du contenu généré avec un petit peu plus de 10 liens avant nous. Donc on devient le 15e, 16e lien sur les résultats de recherche. Donc pareil, en termes de visibilité, c'est compliqué.
Et dernier point, 94% des liens qui sont générés par les SGE, donc on a vu avec le texte généré, etc., ne figurent pas parmi les premiers résultats naturels de la page. Je m'explique parce que c'est un point qui est important, on l'a vu un petit peu tout à l'heure. C'est pas parce qu'on est premier ou qu'on est même dans les 10 premiers résultats naturels actuellement que l'on va arriver dans cette partie générée. Donc j'ai découvert cette stat justement avant-hier. J'ai fait une vingtaine de tests de mon côté aussi et je confirme. Et donc ça c'est compliqué pour tous ceux qui sont actuellement un peu leaders sur leur marché parce que ça montre qu'on est à l'abri de rien et qu'il y a vraiment un risque derrière SGE, alors que il y a 2-3 semaines, quand j'ai fait les premières présentations autour de ça, on avait tendance à dire bon c'est compliqué, mais tout va bien se passer si vous avez déjà mis plein de choses en place. Là, cette statistique, elle nous montre quand même qu'il y a un vrai risque. Là, je vois Capterra, Money.com, Software Advice, Proof Hub. Et donc, dans tout ce qui est généré ici, voilà, j'ai aucun de ces sites-là qui arrivent dans les contenus générés. Et donc là, notre site qui est par exemple numéro 2, Money.com, il se trouve voilà, très très bas en, je ne vais pas compter le nombre de liens, mais il y aura énormément de liens qui vont se faire en amont avant que celui-ci soit bien visible. Donc quelle conclusion? L'SGE va bien être disponible dans une majorité des recherches, mais plutôt en format à générer. À un moment, ça devait être généré automatiquement. Mais je pense qu'à la fois, ça changeait trop l'ergonomie, à la fois, ça allait coûter beaucoup d'argent, parce que générer à chaque recherche, voilà, ça va être compliqué à gérer pour Google. J'ai parlé du fait que ça tombait à l'équivalent de la 10e place. Si on parle en termes d'écran, sur un écran standard, avant même de générer le contenu, ça nous a déjà fait perdre l'équivalent d'un demi-écran. Si on l'ouvre, c'est un écran et demi. C'est-à-dire qu'il va falloir scroller l'équivalent d'un écran et demi pour aller sur le premier résultat naturel. Supplémentaire par rapport à ce qu'on avait sans les jeux, bien sûr. Par rapport à ce que je disais ici sur les 11 liens, donc avec les SGE, le premier résultat naturel deviendrait le 12e en fait, lien naturel de la page de résultat, hors lien payant. Et enfin, même en étant premier, dans leur étude qu'ils ont fait, ils ont fait plus de 1000 requêtes. Même en étant premier, il n'y a que 4% du temps où on arrive à être présent dans les liens générés. Donc en fait, c'est quasiment acté que Google va aller chercher beaucoup plus profondément le contenu généré que ce qui apparaît dans les premiers résultats SEO. Donc c'est à la fois un risque pour ceux qui sont bien placés, à la fois une opportunité pour ceux qui sont moins bien classés et qui ont du mal à être visibles avec un contenu de qualité. Donc concrètement, avant d'aller sur comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça, quel impact sur le trafic à venir pour votre site? Il y a une première étude qui a été faite avec une perte moyenne estimée de 18 à 64% du trafic SEO. Ça, c'est en moyenne. Après, pour certains sites qui ont réussi justement à se positionner sur les résultats SGE, il y avait des augmentations de trafic qui allaient jusqu'à 320% de ce qu'ils avaient annoncé. Et à contrario, pour ceux qui n'étaient pas du tout présents, on descendait encore plus bas que ça. Dans ce qui était analysé par cette étude de Search Engine Land, ils annonçaient aussi que le trafic était généralement perdu parce que l'utilisateur ait trouvé la réponse sur Google. C'est ce que je disais tout à l'heure, on est sur un moteur de réponse. Et donc en fait, on va avoir une perte de taux de clic sur les résultats de recherche. Mais ce qu'il faut bien penser, c'est que s'ils trouvent leur réponse directement sur Google, sans cliquer, c'est que ce n'est pas forcément vos futurs clients. C'est qu'ils étaient plus en recherche d'informations. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les intentions. Ils sont plus en recherche d'informations. Donc, ce qui risque d'avoir avec la SGE, c'est qu'on ait moins de trafic, mais par contre que le trafic qui arrive sur le site soit beaucoup plus qualifié.
Donc voilà, il faut voir la SGE comme la mise en place d'un nouveau système de création de trafic. On commence déjà à parler de SGEO, une nouvelle version de SEO. Bon, après, ce sera comme tout le reste depuis pas mal d'années. On va l'appeler différemment pendant un moment, puis ensuite ça va être intégré naturellement dans le SEO. Ce sera une autre forme de SEO en fait. Et alors concrètement, comment est-ce qu'on se prépare à l'arrivée de la SGE? Première chose à savoir, il faut surtout pas abandonner tous les rouages classiques du SEO. Tout ce qu'on peut marteler nous depuis pas mal d'années, que ce soit la technique du site internet, la qualité du contenu, très très important, la popularité du site. Ce sera toujours quelque chose qui sera très important. Mais par contre, il va y avoir des priorités qui vont être revues. Comme Google va mieux comprendre aussi le contexte de la recherche, il va falloir qu'on s'adapte un petit peu plus à ce que recherchent nos internautes, qu'on revienne vers du travail marketing classique en fait, avec des personas, qui sont mes profils cibles, qu'est-ce qu'ils attendent, quel contenu je dois leur proposer en fonction de leurs intérêts, de leur parcours, de leurs ambitions avec le site. Donc quelque chose de très classique, hein, proposer le bon contenu au bon moment, à la bonne personne, revenir sur des principes d'inbound marketing en fait, pour ceux qui connaissent le terme. Et donc concrètement, comment est-ce qu'on fait pour aller vers ça? Il y a le travail marketing en amont, et ensuite il va falloir qu'on arrive sur des stratégies de référencement qui se rapprochent de la longue traîne. La longue traîne, c'est qu'on va avoir des mots-clés qui sont beaucoup plus longs. Là j'ai un exemple, intégrateur de logiciels de gestion pour boutique de vêtements, c'est quelque chose qui est très long, mais qui va être beaucoup plus personnalisé par rapport à un mot-clé classique qui serait juste intégrateur de logiciels de gestion, par exemple. À quoi ça va servir? Google, comme il va faire de la personnalisation, s'il a compris que votre environnement de travail ou ce qui vous intéresse au quotidien, c'est plutôt de travailler. Vous travaillez dans une boutique de vêtements, vous travaillez dans un secteur particulier qui est relatif aux boutiques de vêtements. S'il va chercher un intégrateur de logiciels de gestion pour mon entreprise, par exemple, et qui va savoir que vous faites spécifiquement de la boutique de vêtements, vous allez potentiellement remonter plus haut que les autres, parce que vous vous rapprochez beaucoup plus à la fois de l'intention et à la fois de la personnalisation, enfin du profil qui est derrière la recherche. Donc on retourne vers un SEO qui est user-centrique, c'est-à-dire que il faut penser avant tout à la personne et à ce qu'elle cherche, et plus uniquement à tout ce qui va être technique et comment est-ce que je peux biaiser un petit peu le résultat en rejoignant avec Google. Bon, c'est des choses classiques, mais qui existent depuis pas mal de temps, mais qu'il faut remettre en priorité par rapport à avant. Deuxième chose, c'est un concept qui est réel, qui est abordé par Google dans plusieurs documents. Si vous le cherchez, le EAT, vous allez le trouver dans une page d'information Google. Le EAT, donc ça va être... est-ce que j'ai la traduction directement? Expertise, expérience, autorité et fiabilité. Avec la fiabilité qui sera au centre. Ils ont eu en fait, il y a un guide d'évaluation des résultats de recherche qui est sorti il y a quelques mois. C'est-à-dire que pour être sûr que le moteur de recherche fonctionne bien, ils demandent à des humains de tester les résultats avec un certain nombre de critères. Et ce guide d'évaluation a leaké, il est sorti. Et donc ça a confirmé que le EAT avait un rôle important dans l'évaluation de la qualité de la page et donc dans son référencement. Ça reste un concept, mais voilà, c'est bien pris en compte. À quel point je peux avoir confiance envers ce site, à quel point il est fiable. Pour expliquer ce que sont les différents concepts, justement, je me suis basé sur ce document qui expliquait ce que c'était la fiabilité, etc., et les autres parties. Donc la fiabilité, c'est le fait que la page et le site sont précis, honnêtes, sécurisés, dignes de confiance, et le fait qu'on peut s'y référer. Donc à la fois, il y a des questions plus techniques sur la sécurité, etc. À la fois, il va se baser sur les trois éléments
en dessous, que sont l'expérience, l'expertise et l'autorité. C'est des termes que vous avez peut-être déjà entendus, parce qu'on en parle beaucoup et depuis longtemps nous, dans les audits qu'on propose. Mais voilà, ça va gagner encore plus en importance. L'expérience, ici on ne parle pas de l'expérience utilisateur. L'UX, comme on dit souvent, on va beaucoup plus parler de l'expérience de la personne qui a rédigé. Concrètement, est-ce que je fais plus confiance à quelqu'un qui a lu un livre ou à quelqu'un qui ne l'a pas lu mais qui en a entendu parler? Je fais confiance à la personne qui l'a lu et qui a l'expérience de ce dont il parle, en fait. Donc il va falloir prouver qu'on a cette expérience. Et donc, pour le prouver, il faudra aller vers du contenu qui soit original, donc pas de contenu dupliqué, ça on en parle aussi depuis longtemps, et aller vers une façon d'écrire qui est beaucoup plus humaine, en fait. Donc c'est un peu leur réponse à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire, ok, pas de problème, vous rédigez avec l'intelligence artificielle si vous voulez, c'est ce qu'ils ont dit, mais par contre, d'un autre côté, ils veulent qu'on ait vraiment vécu la chose pour que ça soit bien mis en avant. Ils parlent même du fait que la première personne pourrait être un plus, rédiger à la première personne. Donc voilà, il faut avoir vécu la chose. Ensuite, il y a l'expertise. L'expertise, c'est en gros à quel point je suis légitime pour parler de cette chose-là. Je l'ai vécu, ok. J'ai lu mon livre, mais est-ce que je fais plus confiance à un critique littéraire ou à un écolier? Je vais faire plus confiance aux critiques littéraires, donc il va falloir montrer que je suis un expert thématique. Donc que je sais de quoi je parle. Et donc pour parler de tout ça, pour montrer que je sais, je vais créer et renseigner des pages auteurs. Donc par exemple, quand on fait des pages articles sur WordPress, automatiquement on a des pages auteurs, souvent qu'on cache, parce qu'ensuite il faut reprogrammer plein de choses, etc. Et ben là, il faudra les remettre un peu plus en avant, légitimer la personne qui est derrière, peut-être mettre une courte biographie. Et il y a même un impact sur la réputation de cette personne. Est-ce que l'auteur est trouvable sur Google? Est-ce qu'il y a différentes personnes qui parlent de cette personne? Et ça va même jusqu'au fait que la page de ses réseaux sociaux soit active. Donc voilà, ça va assez loin. Il veut être sûr que ce soit une vraie personne avec une expertise qui soit derrière. Et enfin, il y a l'autorité. L'autorité, c'est la réputation qu'il y a derrière la marque, la personne, le site sur lequel c'est rédigé. Est-ce que je fais plus confiance à un critique littéraire réputé ou à un critique littéraire inconnu ou controversé? Là, forcément, je veux qu'il y ait une bonne réputation autour de ça. Et donc les marqueurs d'autorité, c'est des choses aussi dont on parle depuis pas mal de temps. Ça va être avec du netlinking et des backlinks, donc c'est-à-dire générer des liens qui ramènent vers notre site pour prouver qu'on est une référence. Si j'ai une tant de quantité de liens qui mènent vers mon site, ça veut dire que je fais autorité dans mon domaine et donc que je suis fiable. Ça peut aussi passer par des relations presse. Donc en dehors de mon site, si je retrouve un article sur Ouest France ou sur n'importe quel média qui parle de mon entreprise sans forcément faire un lien vers mon site internet, encore mieux s'il fait un lien vers mon site internet, ça va aussi asseoir mon autorité. Les partages sur les réseaux sociaux, ce sera important également, très important. Ça a été relevé, là c'est mis un petit peu au milieu de tout, mais c'est vraiment un des points majeurs, c'est de soutenir son site internet, soutenir son autorité et sa réputation via les réseaux sociaux. Et l'engagement généré sur les réseaux sociaux, voilà, ce sera tout aussi important que le publier. Et enfin, il y aura aussi la notoriété de la marque dans les recherches Google. Donc forcément, si notre marque est plus recherchée, voilà, ça sera déjà aussi une marque d'autorité. Du fait que quand on cherche le Strat Engine ou quand on cherche n'importe quelle entreprise, on voit qu'il y a 100 recherches mensuelles. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de monde qui est intéressé par cette structure, cette entreprise de base. Donc c'est une forme d'autorité aussi qui va se refléter. Donc ça, c'est le point principal
je l'ai mis en deux derrière la stratégie SEO parce qu'on est sur un point stratégique. Mais le EAT, c'est vraiment indiqué comme étant le point principal de l'adaptation pour l'SGA. Le troisième point, j'en ai déjà parlé un tout petit peu avant, c'est le retour du contenu qualitatif. Même si ils avaient dit on ne pénalisera pas le contenu généré uniquement par intelligence artificielle, Google a quand même soutenu qu'ils mettront en avant principalement que du contenu qui sert à aider l'utilisateur à atteindre son but, etc., etc. Par rapport à ce qu'on a vu avec le EAT et avec les intentions de recherche au préalable, il faut qu'on réussisse à se différencier, qu'on montre justement qu'on est fiable, qu'on peut parler avec expérience et que on se différencie des autres avec pas un contenu, on va dire, assez classique, assez générique. Donc c'est pas l'IA qui est pénalisée directement, c'est comment est-ce qu'on va présenter les choses. On peut faire du contenu généré par IA sans problème, mais il faut qu'on réussisse à se différencier avec. Et pour se différencier, il faut passer du temps. Et dans ses fameux critères, Google a qualifié 4 critères principaux pour un contenu de qualité. Ça, c'est super intéressant. Il y a à la fois l'effort. Donc, comment est-ce qu'il qualifie l'effort? C'est par opposition à du contenu automatisé. Ça, c'est tout ce qui est marqué ici, c'est les termes exacts traduits de Google. Donc, au final, il y a quand même quelque chose qui va contre l'intelligence artificielle. Donc, par opposition à du contenu automatisé et non retravaillé. Ce contenu a été activement travaillé par un humain. Il peut être direct, comme des efforts de rédaction, des exemples, des interviews, ou indirect par la mise à disposition de solutions de fonctionnalités de lecture, comme la traduction, la lecture audio, etc. Donc en fait, il faudra montrer qu'on n'est pas sur un contenu générique, mais un contenu qui a bien été travaillé pour l'utilisateur. Et ça, c'est le plus important. Le deuxième, c'est l'originalité. Donc ça, on en a déjà parlé. Dans quelle mesure le contenu offre plus que les autres, plus qu'un contenu similaire. C'est pour ça qu'on combat le contenu dupliqué. Hein. C'est vraiment ancré chez Google. Il faut que le contenu soit original et apporte d'autres choses que tous les autres sites et que les autres contenus génériques. C'est pas forcément facile, selon les sujets, de faire de l'originalité à chaque fois, mais il faut essayer de tendre vers ça. Ensuite, on a la compétence. Est-ce que le contenu est créé, je cite, avec suffisamment de talent et de compétences pour offrir une expérience satisfaisante? Donc là, on va parler plus de style, de lisibilité, de mise en avant aussi du texte et de l'expérience au global qu'on va pouvoir donner aux utilisateurs. Et enfin, l'exactitude. Forcément, et surtout pour les pages informatives, il faut considérer que si on commence à se tromper, à faire des fausses informations, etc., bah, ça va faire au fur et à mesure tomber la réputation du site internet, sa fiabilité et par extension son référencement. Et dernier point, donc si je reprends dans l'ordre, on a dit faire évoluer sa stratégie SEO, travailler son EAT, le retour du contenu qualitatif, et enfin l'UX et l'UI, donc l'expérience utilisateur et l'interface utilisateur. Encore une fois, c'est rien de nouveau comme je mets ici, hein, c'est des choses dont on parle depuis énormément de temps, mais ça va être important à plusieurs titres. À la fois, c'est pris en compte dans les différents critères de référencement de Google. Vu qu'on est sur un algorithme qui est centré sur les utilisateurs, ils ont mis en place différents critères, différents systèmes pour mesurer à quel point la page présente une bonne expérience utilisateur. Ça, c'est le premier point. Donc voilà, comment je vais structurer mon site pour mes utilisateurs, comment je facilite l'accès aux informations qui sont importantes pour l'utilisateur, comment je les guide aussi vers ma prise de contact. Donc ça, c'est des points qui sont, on va dire, un peu plus structurels. Ensuite, il y a le fait d'utiliser des contenus qui sont multimodaux. Multimodaux, ça veut dire ça va être du texte, de l'image, du son. Le contenu, comme je l'ai mis ici, il devra pouvoir être lu, écouté, visionné
sous toutes ses formes. Si vous allez déjà sur des sites comme 20 minutes, Ouest France, j'ai vu des sites anglophones aussi dernièrement, vous pouvez lire les articles en audio, par exemple, parce que eux ont déjà mis en place ces différents contenus multimodaux. Donc, à la fois, ça va être intéressant pour l'expérience utilisateur, à la fois, ça va être intéressant pour l'affichage dans les résultats de recherche, parce que on peut déjà avoir des vidéos et avoir des images qui vont rentrer en compte dans les résultats avec SGE. Donc voilà, il va falloir penser à plusieurs types de contenus. Et enfin, là, on est sur un point beaucoup plus technique. Ça va être de structurer les données de son site internet de contenu pour que ça remonte de la bonne manière au moteur de recherche. Pour certains d'entre vous, on a déjà travaillé sur les FAQ pour faire en sorte que ça remonte dans les résultats, les réponses. Pour ceux qui, par exemple, les internautes ont aussi posé cette question, People Also Ask, ça s'appelle, ou autre question. On a travaillé ce qu'on appelle les données structurées pour faire en sorte que ça remonte bien dans les résultats de recherche. Là, il faudra faire la même chose. Il faudra travailler un peu la technique pour faire en sorte que le texte remonte bien dans les résultats de l'ASG. Voilà, ça fait déjà beaucoup d'informations avant qu'on entame un peu la conclusion. J'espère que ça va en termes de quantité. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions? Est-ce que j'ai pas perdu trop de monde? Oui, bonjour Axel, il y a une question de Gaël qui est restée sans réponse tout à l'heure, sur le référencement avec... Si, j'ai répondu. Ah pardon, j'ai répondu tout à l'heure. Excuse-moi. Alors Isabelle, il y a de la matière, après il faut le mettre en place. Voilà. C'est top, bravo pour ce travail de recherche. Merci. Merci. Bah oui, mettre en place, ça va être le plus compliqué, et surtout, Emmanuel, j'ai presque tout compris. Bon, si Emmanuel valide. Donc voilà, c'est les 4 points principaux. On va quand même revenir sur la conclusion, mais c'est faire évoluer sa stratégie SEO vers les utilisateurs, travailler sa fiabilité, du contenu qualitatif et l'expérience utilisateur. À côté de ça, il faut quand même qu'on revienne sur l'importance des Google Ads, parce que c'est un point qui est très important. En faisant ce type de changement, Google prend un risque, parce que Google Ads, ça représente 58% de son chiffre d'affaires au niveau même de Google, avec tout ce qu'il a côté, Google Cloud, etc. La publicité, c'est 58% de son chiffre d'affaires. Donc il faut qu'il fasse très attention à ça. Donc à la fois, il ne faut pas que le changement impacte Google Ads, et à la fois, c'est pour eux une opportunité, puisque on devrait voir aussi d'autres formes de publicité rentrer en jeu. Alors Bing, qui est en avance sur les résultats générés dans les résultats de recherche, a déjà mis en place de la publicité dans les résultats générés. Je pense que Google Ads, ça va arriver très vite. Tout à l'heure, on a vu du e-commerce. Pour être présent d'un point de vue e-commerce déjà, il faut payer. Pour avoir les affichages comme on a vu tout à l'heure. Donc l'importance des Google Ads, de Google Ads va continuer. Ce sera toujours autant mis en avant. On a vu que sur pas mal d'exemples, les publicités payantes se mettent avant le contenu généré. Donc c'est, je pense, pour eux ce qui pose le moins de risques en fait. Voilà, et dans le sens contraire, si on est purement sur Google Ads, ils vont aussi utiliser leur intelligence artificielle pour permettre de faciliter la création publicitaire aussi dans le sens inverse. Alors, que penser de la SGE? Panique ou opportunité? La première chose, c'est pas de panique. Je sais, ça fait beaucoup d'informations et des chiffres qui font peur, mais c'est encore en phase d'apprentissage et de déploiement et pas encore en France. Il y a encore beaucoup de choses qui changent entre les premiers tests qu'on a fait, entre la première conférence qu'on a fait il y a 3 semaines et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui changent encore. Donc ça sert à rien de se précipiter pour le moment. Il faut juste être très attentif et suivre tout ce qui se dit pour être prêt au moment donné.
mais pas de panique à l'instant T. Ensuite, les premiers retours indiquent quand même qu'il y a des effets. On a vu tout à l'heure des pertes de trafic, des chiffres sur des pertes de trafic, mais on est loin des cataclysmes qui avaient été annoncés initialement. Et comme tous les changements SEO depuis plus de 20 ans, au fur et à mesure de ce que j'ai pu lire ou de ce que j'ai pu m'avoir depuis que je suis depuis que je travaille sur le SEO, bah, au final, ceux qui travaillent bien et ceux qui trichent pas n'auront pas forcément de problème. Il y aura déjà de l'avance, il y aura de l'adaptation à faire, mais beaucoup moins que ceux qui partent de zéro. Donc, pas de panique non plus là-dessus. Si vous êtes déjà en avance, actuellement, si vous êtes dans les premiers résultats actuellement, bah, il y aura moins de risques d'effets sur les SG. Néanmoins, ça reste une belle opportunité, notamment si vous êtes challenger ou challengé, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup plus de possibilités d'être affiché dans les résultats avec les SGE. On a une nouvelle section qui s'ouvre, dans laquelle les cartes sont rebattues, avec sans doute des nouveaux critères. Donc, il faut vraiment le voir comme une opportunité. Search Engine Land, que j'ai cité tout à l'heure pour une étude, dit que c'est un peu le retour du Far West dans le SEO. Pourquoi? Parce qu'on a un nouveau trésor, un nouvel espace qui nous a été donné, et pour l'instant sans règle établie. Et donc c'est le premier qui va trouver exactement comment ça fonctionne, qui va un peu gagner le gros lot. Et donc voilà, il va falloir réussir à s'adapter très très rapidement et pas hésiter à expérimenter des choses. Peut-être commencer à expérimenter la mise en place justement de l'audio, expérimenter les pages auteurs comme on a dit tout à l'heure, expérimenter plein de petites choses pour voir ce que ça peut avoir comme retour. C'est des choses qui peuvent être déjà mises en place. Et ensuite, une fois que ça sortira, s'adapter et mesurer les résultats en fonction de ce qu'on teste. De toute façon, le SEO, c'est comme ça, on avance, on voit ce que ça donne, et si ça marche, on continue, on progresse. Si ça marche pas, on revient en arrière, c'est pas grave, et on essaye d'autres choses. Il n'y a pas de... Enfin, c'est pas factuel, le SEO. Et je vais conclure avec une autre conclusion, celle de Lawrence O'Toole, qui a fait l'étude avec les tout premiers chiffres qu'on a vus tout à l'heure pour Autoritas. Il dit que la SGE, c'est inévitable. Google le lancera début 2024 lorsqu'il sera convaincu qu'il plaira aux utilisateurs et qu'il ne compromettra pas leurs résultats financiers trimestriels. C'est pour ça que je parlais de Google Ads tout à l'heure, c'est très important. Pas de panique, faudra pas écouter ceux qui disent que le SEO est mort et que ça tue les éditeurs ou que ça tue n'importe quel gestionnaire de site internet. C'est des choses qui sont... Enfin, ça fait plein de fois qu'on a des algorithmes qui sont annoncés comme la mort du SEO. Et donc, c'est surtout des opportunités et aussi des pertes. Il faudra apprendre ce qu'il faut pour obtenir des citations et des références importantes dans les liens génératifs. Donc ça va être un jeu d'optimisation auquel on va pouvoir jouer en 2024. Et lui, il dit, au cours de mes 2 décennies dans le domaine de la recherche, je dois dire que le rythme du changement en 2023 était plus rapide que jamais. Et si vous pensez que c'était une année trépidante, accrochez-vous, car 2024 sera encore plus rapide. Et on le voit et on confirme. Voilà, donc une fois qu'on a tout ça, et maintenant, comment est-ce qu'on se prépare à l'arrivée? J'ai laissé la photo, c'est pas grave. Nous, ce qu'on va vous proposer, c'est d'aller un petit peu plus loin, parce que là, j'ai fait des exemples et j'ai cité des choses un peu plus... qui pouvaient aller à tous. Mais on va proposer des entretiens personnalisés de 30 minutes, gratuits, pour expliquer un petit peu à chacun d'entre vous, si ça vous intéresse, ce que ça pourra impacter chez vous, aborder le cas spécifique de votre activité, tester déjà ce que ça peut donner sur vos mots-clés, et voir un petit peu la différence entre les attentes de la SGE qu'on connaît actuellement et qui sont sûres, et ce que vous avez actuellement. En gros, voir le gap entre les deux. Ce qui est important aussi, c'est de mettre votre référencement sous surveillance dès maintenant. Ce sera utile parce que ça pourra vous permettre de voir arriver plus vite la SGE, de pouvoir faire de l'avant-après et de voir l'impact que ça va avoir aussi sur votre trafic, et de pouvoir réagir vite, bien et rapidement
Donc pour beaucoup de nos clients et beaucoup qui sont ici, c'est mis en place. Mais voilà, si jamais c'est pas fait, ça peut être intéressant à mettre en place. De notre côté, on se prépare aussi à réaliser des diagnostics approfondis SGE. C'est en cours de préparation en interne, mais ça reste trop tôt pour nous. Ce sera réalisable, comme je mets, uniquement quand la mise en place de l'SGE sera plus avancée. Ça change encore beaucoup. On préfère attendre que ce soit beaucoup plus fixe, ne serait-ce qu'à l'international, pour bien proposer quelque chose de précis et de factuel. Et enfin, bien évidemment, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à rester à l'affût pour les prochains, à la fois les prochains webinaires, les prochaines informations concernant le SGE. Ou Stéphane, si tu veux intervenir pour conclure. Sur ce sujet-là, c'est ce que je sais faire le mieux, conclure, parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement technique qui demande beaucoup de veille. Donc, ce que vous a présenté Axel, c'est pas un document qui est sorti directement justement d'une IA générative, hein. C'est un travail de veille, de simulation, de connexion en VPN sur les États-Unis pour regarder comment ça se passe exactement. Et puis, en s'appuyant également sur notre connaissance de tous les sites que l'on a et tous les clients qu'on accompagne en référencement naturel pour anticiper, parce que notre travail, nous, c'est que ça continue à se passer bien pour ceux chez qui ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de dégradation, évidemment, au moment où la SGE va arriver. Puis, il faut être très clair, c'est quelque chose qui va impacter notre activité chez StratEngine aussi. Et donc, on a le devoir d'être prêt pour être prêt pour nos clients. Donc, en conclusion, je dirais d'abord merci Axel, hein. Moi, c'est pas la première fois que j'assiste à ta conférence ou à des bouts de ta conférence, mais c'est très clair et les commentaires que j'ai vus dans les conversations sur le côté sont plutôt assez, justement, vont tous dans le sens de la clarté de tes propos. La conclusion que tu as fait, comment se préparer à l'arrivée de la SGE, elle est également importante, c'est-à-dire que même s'il ne faut pas paniquer en face, faut quand même la préparer, hein. C'est comme la RGPD, c'est comme d'autres événements technologiques importants qui ont pu arriver dans notre histoire, l'an 2000, pour ceux qui travaillaient déjà à cette époque-là, par exemple. Mais en tout cas, il faut se préparer. Donc, l'entretien personnalisé, on ne va pas se mentir, c'est avec Axel que vous pouvez avoir un entretien plus précis sur évoquer votre site, évoquer vos problèmes SEO actuels et de dire si vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin ou de reposer des questions, mais en privé, que vous n'osez peut-être pas poser ici à l'intérieur d'un webinaire. Peut-être aussi, ce qu'on a imaginé, c'est une solution de surveillance, en fait, hein. C'est-à-dire que de commencer, pour ceux qui ne le font pas, de mettre les outils de surveillance sur tous les indicateurs de référencement de trafic et autres, de manière à avoir des alertes dès qu'il y a les moindres frémissements de l'SGE qui arrivent. Et évidemment, à côté de ça, c'est de commencer à réfléchir à comment vous allez réagir le jour où ça va se passer. Le diagnostic SGE dont a parlé Axel, on a beaucoup de choses de près, mais Axel vous a dit, il y a des documents qui sont sortis hier, il y a des études qui sont sorties avant-hier. Moi, ça fait plusieurs fois que je le vois réaliser cette formation. Évidemment, le discours change presque toutes les semaines, tellement les choses avancent encore à grands pas vers la fin. Voilà. Donc, restez vigilants, nous on reste vigilants pour vous. Il y aura probablement d'autres webinaires d'information qui vont circuler autour de ça. On ne manquera pas, évidemment, puisque vous êtes inscrit, de vous informer de ce que l'on sait. Donc, ce ne sera pas une newsletter, mais ne vous désabonnez pas. Mais en tout cas, ça va être pour vous dire, attention, ça arrive, c'est demain, c'est la semaine prochaine. On continuera à vous accompagner comme ça. Et puis, merci de votre présence jusqu'au bout, parce que je suis arrivé, moi, en cours de route, il y avait 26 participants, vous êtes encore 23. Ça montre bien l'intérêt et alors la qualité de la prestation, évidemment, mais l'intérêt et la défiance que l'on a tous par rapport à ce que Google fait en général, plus ou moins discrètement toute l'année. Mais cette fois-ci, ça va être un morceau beaucoup plus important. Voilà. Et puis, je vous souhaite une bonne année aussi, c'est une bonne manière de conclure. J'étais pas là au départ pour vous le dire. Bonne année à tous et à toutes, enfin à toutes et à tous. Et je serai ravi de vous revoir les uns ou les autres prochainement à une occasion.
Merci. Puis si pour l'entretien personnalisé, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas ou à nous envoyer un mail ou même à mettre quelque chose là dans la conversation si ça vous intéresse, et puis on vous recontactera pour planifier ça. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis peut-être à bientôt pour un prochain webinaire. Bonne soirée à tous.